qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cet amphithéâtre du Muséum d'Histoire Naturelle de la ville de Bourges, que je découvre aussi parce que c'est la première fois que je viens. C'est un lieu hautement symbolique où l'on s'intéresse et où l'on étudie la vie sous toutes ses formes. Aujourd'hui, donc, nous allons nous intéresser à la vie des soignants, parfois même à leur survie, lorsque l'environnement prétendu de soins ne remplit plus ce rôle. Dans l'observatoire qui est le mien, je suis psychothérapeute, je peux témoigner des difficultés rencontrées par bon nombre de soignants dans le cadre de leur travail, et je ne peux parler que de la population qui a les moyens financiers de s'offrir effectivement un travail psychothérapique, car comme vous le savez, le soin psychique en dehors des consultations des médecins psychiatres n'est pas pris en compte par la sécurité sociale. Pourtant, les prises en charge de soins psychiques ont beaucoup évolué et constituent aujourd'hui une alternative efficiente au traitement médicamenteux. Nous partageons donc avec le docteur Keruel ce constat d'une population soignante en souffrance et parfois en grande souffrance. Nous parlons ici de l'ensemble des professionnels de santé, y compris les professionnels administratifs qui sont en charge du fonctionnement des hôpitaux ou des structures de soins, ainsi que des étudiants et de ces différentes professions de soins. Il nous a semblé, découvrant en août 2021 l'ouverture de la Maison des soignants à Paris, à l'initiative donc de l'Association pour les soins au personnel de santé, association créée en 2015, si je ne me trompe pas, urgent et nécessaire de pouvoir en parler, de pouvoir diffuser l'information et de réfléchir à ces questions de façon à être porteur d'initiatives concrètes, immédiates et à plus long terme, d'améliorer la qualité de la prise en charge des soins médicaux dans ce département. Car la crise sanitaire aura révélé la fragilité de notre système de santé et souligné que la qualité des prises en charge passe par la santé des soignants. Avant de passer la parole à M. Keruel, qui vous présentera notre conférencière, Mme Catherine Cornibert, je voudrais remercier toute l'équipe des personnes qui nous ont aidés à préparer cette conférence, et notamment les personnels du service de santé de la ville de Bourges qui ont œuvré avec nous à sa réalisation. Je voudrais également saluer toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui dans cet amphithéâtre et qui, par leur présence, témoignent de l'intérêt et de l'actualité de ces questions. Si des solutions existent, elles demandent, à n'en pas douter, l'investissement de tous. Je vous remercie de votre attention et je vous demande de faire un accueil chaleureux à notre conférencière qui s'est déplacée de Paris pour venir à votre rencontre. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous d'être venus assister à la conférence du docteur Cornibert sur les moyens de prévention et les initiatives pour limiter la souffrance des soignants. C'était le titre de l'affiche. Sujet malheureusement de plus en plus d'actualité après ces 2 années très difficiles durant lesquelles les soignants que vous êtes ont dû faire face à cette pandémie et à la souffrance qu'elle a engendrée chez les professionnels du soin. C'est pourquoi il est particulièrement important de pouvoir trouver de l'aide pour atténuer cette souffrance, car comme vous le savez tous, pour prendre soin des autres, il faut d'abord commencer par prendre soin de soi. Et une notion à ne pas oublier, c'est que demander de l'aide, c'est pas un aveu de faiblesse, mais au contraire, c'est se montrer fort. Pour parler de ce sujet, le docteur Cornibert nous a fait l'honneur de venir jusqu'à Bourges, sous le soleil,
Tout était prévu et je le remercie vivement. Donc je vais vous la présenter en quelques mots. Le docteur Cornibert a fait des études de pharmacie entre 87 et 93 à Paris Sud, puis un master de stratégie marketing à HEC Paris, où elle a mis en œuvre ses compétences en marketing de 2009 à 2009 pour un laboratoire français, Sanofi. S'il y a des erreurs, vous me corrigez, Catherine. Puis elle a fondé en novembre 2009 l'agence Conseil Santé, ACS, dont elle est la présidente depuis 12 ans, agence au sein de laquelle elle apporte son expertise en marketing, stratégie et communication de la santé. Et en novembre 2015, elle fonde avec le docteur Éric Henry, médecin généraliste, l'association SPS, qui nous réunit donc aujourd'hui, Soins aux professionnels de santé, dont elle est aujourd'hui directrice générale. Cette association a été reconnue d'intérêt général en 2019 et a pour mission d'accompagner les professionnels de santé et les étudiants de ces filières, ça c'est très important puisque là on agit vraiment en amont, qui sont en souffrance et de mettre en œuvre les actions pour un mieux-être. Tout récemment, fin août 2021, a ouvert à Paris la Maison des Soignants. Je vous invite vraiment tous là à aller regarder le site de la Maison des Soignants, c'est une mine de richesse. Pour permettre à ces professionnels de s'informer, se soigner et se ressourcer au sein d'une structure relativement imposante, qui est à côté de l'Arc de Triomphe, mais aussi par l'intermédiaire de formations en visioconférence, dont Catherine vous dira un mot tout à l'heure, qui sont affichées là-bas, les IJAD, et c'est vraiment très très intéressant. C'est pourquoi il est tout à fait légitime que le docteur Cornibert ait été élu femme de santé 2021-2022. Oui, vous pouvez applaudir parce que je crois qu'elle le mérite vraiment. Après vous avoir présenté le docteur Cornibert, je souhaitais vous informer d'une initiative d'un groupe de professionnels berruyers qui se réunissent depuis quelques mois maintenant et sont à l'origine de cette conférence et qui ont un projet de créer une antenne locale de l'association SPS. Toutes les personnes qui souhaiteraient les rejoindre, on va se faire un petit peu de publicité, sont bien sûr les bienvenues et pourront le faire et pourront se faire connaître à l'issue de cette conférence en donnant leurs coordonnées. Enfin, avant de passer la parole à Catherine, je tiens à remercier très sincèrement la mairie de Bourges qui nous a aimablement mis à disposition cet amphithéâtre, et tout particulièrement Émilie Piétu, collaboratrice de Magali Bessard en charge de la santé, pour son aide efficace et dynamique dans l'organisation logistique de cette conférence. Je vous remercie de bien vouloir noter les questions que vous aurez et que vous souhaitez poser à Catherine Cornibert, car il y aura un temps d'échange à la fin de la conférence. Merci à tous pour votre attention. Catherine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, docteur. Merci, monsieur Boisson. Merci à la mairie de Bourges que j'ai rencontrée en arrivant ici. Merci à toutes et à tous d'être venus, de venir en fait écouter une conférence sur la santé des soignants. C'est pas évident. Je suis très fière effectivement de pouvoir vous présenter ce soir quelques initiatives qui ne sont pas les seules initiatives qui existent pour accompagner et en fait soutenir tous les professionnels de la santé en France, mais en tout cas c'est quelques solutions qui peuvent effectivement les aider. Je suis impressionnée du parcours que vous avez fait, docteur, parce que il y a certaines choses que j'avais même oubliées. Effectivement, j'ai un parcours de professionnelle de santé et de communicante. Je suis aussi maman de 2 enfants adoptés qui m'a donné d'autres valeurs dans la vie, et c'est peut-être pour ça aussi que maintenant je m'occupe de la souffrance de personnes, notamment la souffrance de professionnels de la santé, et je crois que l'engagement dans cette cause, aussi difficile qu'elle soit, surtout depuis 2 ans, en fait est dû aussi à son parcours personnel, professionnel de soignant, puisque je me considère comme soignant et comme professionnel de santé, mais c'est vrai que c'est un vrai engagement. Donc merci pour cette présentation. C'est un honneur pour moi de vous présenter quelques initiatives. Alors, Soins aux professionnels de la santé, c'est une association qui existe depuis 2015, bien avant la crise sanitaire. Déjà à l'époque, effectivement, la co-création de cette association en 2015 laissait présager, en tout cas moi j'y connaissais rien, quand on m'a dit les soignants souffrent, je me suis dit ah bon, ça existe, la souffrance chez les soignants, comment un soignant peut souffrir?
et on a commencé à faire quelques études dont je vous présenterai les résultats tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'a commencé en fait la création de l'association avec quelques autres professionnels de la santé qui sont venus me voir au départ pour organiser un colloque à l'Académie nationale de médecine en 2015. Et ça a été notre premier colloque pour rassembler un certain nombre d'acteurs autour de cette cause qui, on sait maintenant, est quand même assez importante et qui enfin est reconnue, puisqu'en 2015, il ne fallait surtout pas parler de la souffrance des soignants et des professionnels de la santé, c'était abîmer l'image de la profession. C'était honteux, c'était tabou quand on allait voir certains directeurs d'établissement, ils nous disaient non, non, il n'y a pas de souffrance dans mon établissement, tout va bien. Voilà, c'était en 2015. Donc la crise sanitaire n'a fait qu'exacerber quelque part un petit peu plus de souffrance. Vous allez voir un certain nombre d'actions. Donc déjà, qui sont-ils? Qui sont ces soignants? Un soignant, quand vous regardez la définition, on a plutôt... si je vous interroge séparément, il y en a qui vont dire des médecins, des pharmaciens, des kinés, des dentistes, alors plutôt la profession médicale. Mais vous voyez en fait qu'à travers cette petite liste de professionnels de la santé, j'espère que certains d'entre eux vont se reconnaître, professionnels de santé, professionnels de la santé, soignants, qui vous êtes, qui nous sommes, et c'est pas évident. Déjà, c'est 3 500 000 personnes en France. C'est un peu plus que la population des étudiants en France. C'est à la fois des professions médicales, c'est bien sûr des professions paramédicales, mais c'est aussi les professions du médico-social qu'on a un peu oubliées pendant la crise sanitaire, en tout cas au départ, mais c'est aussi les professions administratives dans les établissements de santé, qui sont oubliées, mais c'est aussi les autres professions de santé. Psychologues, vétérinaires ne sont pas considérés en France comme des professionnels de santé, en tout cas pas par le ministère, alors que c'est des professionnels de la santé qui sont en contact des patients. Donc la première chose que nous avons fait, c'est de répertorier tout, en tout cas, même si elle n'est pas exhaustive, et la meilleure définition qui soit sur les professionnels de la santé, c'est sur Wikipédia. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme collaborative, et quand on a oublié quelqu'un, elle a le droit de dire et moi, et moi, et moi. Et les premières personnes qui ne sont pas considérées comme professionnels de santé en France nous ont appelés sur la plateforme, c'était les vétérinaires. Et ils avaient appelé le ministère, ils m'ont dit non, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas professionnel de la santé, vous ne pouvez pas appeler la plateforme et on ne peut pas vous accompagner. Voilà un petit peu pourquoi on est allé aussi de façon aussi large, mais même les proches, pour nous c'est important en tout cas de les accompagner. Donc rapidement, pour ne pas trop perdre de temps, tout ça vous l'avez sur notre site, mais vous avez la répartition des professionnels de la santé en France avec le médical, le paramédical, les administratifs, le médico-social qui donne quand même une bonne vision de cette répartition. Et puis si maintenant on enlève le là, on perd au moins 1 million de professionnels en France, mais c'est ce qui est plus traditionnellement connu. Mais par exemple les aides-soignantes, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ne sont pas considérées comme des professionnels de santé. Quand on regarde les chiffres de l'adresse, ils n'apparaissent pas. Alors que c'est quand même 400 000 personnes en France. Et pour moi, si on enlève les aides-soignantes des professionnels de la santé, c'est quand même un peu compliqué, surtout en ce moment. Donc on a reconstitué ce camembert avec quasiment 1 900 000 personnes en France. Donc voilà un petit peu, quand on s'adresse aux gens et qu'on veut accompagner les personnes, déjà on essaie de connaître notre cible. Et ça, c'est très important parce que dans le Ségur de la santé, il y a beaucoup de professionnels qui n'ont pas pu bénéficier de la rémunération complémentaire parce que pas considérés comme étant des professionnels de santé. Donc maintenant, une fois qu'on a défini un peu notre cible, vous allez voir que tous les professionnels de la santé peuvent bénéficier de notre service, c'est comment ils vont. Comment les professionnels de la santé vont. Ils ne vont pas bien, ça c'est sûr. Mais ils n'allaient déjà pas bien en 2015 parce qu'en 2015, on avait ces 3 chiffres de 50%. 50% estiment avoir été en situation de burn-out ou en situation proche, donc soit eux-mêmes, soit leurs proches. 50% quasiment ne savent pas à qui s'adresser s'ils vont pas bien. 50% pensent que leur souffrance psychologique a un impact au point de mettre en danger la vie du patient. Un soignant qui ne va pas bien, un professionnel de la santé qui ne va pas bien, c'est le titre d'ailleurs de la conférence, c'est la qualité des soins qui amoindrit. Un soignant qui ne va pas bien, c'est un patient qui est moins bien soigné. D'où l'importance de bien s'occuper de nos soignants, de bien s'occuper des professionnels de la santé.
Et puis, s'ils étaient malades, ce qu'ils souhaitent, c'est pas d'être hospitalisés dans la même structure que leurs patients, mais d'aller dans des unités dédiées où on les accueille spécifiquement. Et puis, on allait un petit peu plus loin. Finalement, est-ce qu'ils sont en bonne santé, nos professionnels de la santé? Alors déjà, on voit qu'ils ne vont pas très bien. Ils ne sont pas en très bon état de santé sur tous les critères. Sommeil, activité physique, alimentation, addiction, vaccination déjà même à l'époque. On parlait de vaccination. Tous les professionnels de la santé ne sont pas vaccinés. Et on sait aussi que les hospitaliers souffrent un petit peu plus que les libéraux. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une équipe et qui peuvent aussi être harcelés dans l'équipe. Ils bénéficient ou supportent un management. Donc ça peut être un peu plus compliqué et on sait qu'ils vont un tout petit peu moins bien que les libéraux. Et puis on a fait d'autres études. Alors vous allez voir tout ça aussi sur notre site. En 2020, on a fait 3 études et on leur a posé la question suivante. De quoi rêvez-vous pour vous ressourcer? De quoi rêvez-vous pour vous ressourcer? Posez-vous la question. Les 3 études nous ont montré, effectivement, qu'ils ne souhaitaient pas forcément une approche thérapeutique. Même les préparatrices en officine, on a fait une enquête auprès des préparatrices en officine, ils ne souhaitaient pas forcément une approche psy dans la globalité, en tout cas 2% à l'approche thérapeutique, 30% à l'approche psy, mais entre 50 à 70% rêvaient d'interventions non médicamenteuses. Tout ce qui était santé intégrative, ce qu'on appelle, ou approche complémentaire, qui leur permet d'aller mieux, d'aller bien. Alors dedans, vous y mettez le massage, la relaxation, l'hypnose, la méditation, la communication non violente, beaucoup en fait de ce qu'on appelle d'intervention non médicamenteuse qui permet de se ressourcer et de pouvoir s'offrir une petite parenthèse pour aller mieux. Donc qui sont nos soignants? Ils vont pas très bien. Donc à partir de toutes ces enquêtes, puisqu'on a fait une dizaine d'enquêtes depuis la création de l'association, on a créé effectivement les missions de l'association sur 2 jambes. Sur 2 jambes, la première, c'est l'accompagnement psychologique de tous les professionnels de la santé en France. Et la deuxième, c'est des missions de prévention pour leur mieux-être. Et dans ces 2 missions, on a créé un certain nombre de solutions que je vais vous présenter. La première solution, c'est la création d'un dispositif d'accompagnement psychologique global qui va, vous avez dans ce parcours, le premier, c'est le numéro vert, que je vous encourage tous à retenir, qui est le 0805 23 23 36, qui est un numéro vert qui est gratuit, anonyme, confidentiel, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec 100% d'appels décrochés, et c'est 100 psychologues qui répondent jour et nuit au téléphone et qui se relaient régulièrement. Et ce numéro vert peut être aussi, en tout cas les psychologues, peuvent être aussi appelés via une application que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre smartphone, qui s'appelle Appli SPS, dans lequel vous pouvez même choisir la psychologue ou le psychologue. Certains même parlent en fait une autre langue que le français pour pouvoir effectivement accompagner des personnes, des personnes qui appelleraient. Et puis, cette écoute, si elle ne suffit pas, chaque psychologue, en fonction de la gradation d'un appel de 0 à 5, va réorienter vers le réseau national du risque psychosocial que nous avons créé en 2018 pour pouvoir, en tout cas, avoir des consultations de psychologues, de médecins généralistes ou de psychiatres dans quasiment tous les départements de France pour assurer un accompagnement psychologique gratuit, puisqu'on offre, en fait, l'association offre les 2 premières consultations gratuites auprès de psychologues, la hauteur de 40 € la première, 32 € la deuxième. Donc la loi Macron, effectivement, est en train aussi d'offrir sur les mêmes tarifs cet accompagnement. Et voilà, concernant le réseau national du risque psychosocial, qui est composé pour nous à la fois de psychologues civils formés au syndrome post-traumatique, dont on bénéficie de la santé des armées, puisque c'est des psychologues civils issus du fichier de la santé des armées, aussi des psychologues qui sont formés à la qualité du sommeil, et puis nous-mêmes, on a aussi formé depuis 2018 300 personnes environ, un peu partout en France, qui peuvent repérer et accompagner les professionnels de la santé en souffrance.
Donc voilà, et si ça ne suffit pas, on verra par la suite, on a également répertorié partout en France des unités dédiées dans lesquelles le soignant et le professionnel de la santé peut être hospitalisé de façon spécifique. Donc de l'écoute jusqu'à la consultation physique, voire même jusqu'à l'hospitalisation. Alors cette plateforme, vous allez me dire, il y en a eu plein qui ont été créées pendant la crise sanitaire, mais il y en a plein qui ont fermé. Donc nous on existait avant, on existe pendant, on existera après, on a été reconnu d'intérêt général fin 2019. Ce sont tous des gens qui sont hyper formés, c'est des gens que nous rémunérons. C'est une demi-heure l'appel, 3/4 d'appel de femmes, 25% en Ile-de-France, donc un peu plus surreprésenté. 30% d'appels la nuit et le week-end. Et puis l'évolution du motif des appels évolue énormément, il a énormément évolué. Entre 2015 et 2022, en tout cas je peux vous dire qu'en 2020, évidemment c'était la crise sanitaire, les soignants étaient anxieux par rapport à la crise sanitaire. Ça a évolué lors du deuxième confinement vers un épuisement, et puis maintenant on est sur une lassitude, une fatigabilité intense au niveau de la santé des soignants, et j'ai envie de dire ces 16 000 appels qu'on a eus depuis 2015-2016, puisque la plateforme a été ouverte en 2016, nous donne un formidable observatoire de la santé des soignants en France. C'est pour ça aussi que ça complète un petit peu ce que je vous ai dit en introduction, que les professionnels de la santé ont une vraie culture du soin, ont une vraie culture de l'accompagnement et de l'aide, mais en ce moment ils souffrent énormément, donc il faut essayer de les accompagner à notre niveau, mais en tout cas on a tous un rôle je dirais individuel et collectif pour essayer de s'occuper de nos soignants et de ceux qui nous soignent. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'unités dédiées, on a un peu partout en France. Voilà. Pas toujours, mais voilà, ça va venir. Je peux vous dire, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur cette carte, c'était vierge, alors que ça existait, mais il ne fallait pas le dire. Notamment à Villeneuve-les-Avignon en bas, qui est une structure historique où ils accueillent beaucoup de soignants en souffrance. Et puis, moi je suis franc-comtoise, on est allé avec un des cofondateurs de l'association en Bourgogne-Franche-Comté, on allait rencontrer à l'époque le directeur de l'ARS qui s'appelait Monsieur Lalongue. Et on a créé la première unité, en tout cas on l'a mis en valeur, on n'a aucun lien économique avec toutes ces structures, mais c'était une structure en fait de SSR en psy qui fermait. Et l'a mis 3 ans ensuite à réouvrir pour former, faire des travaux, mais à Louan, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est une unité qui est complètement dédiée pour accueillir les professionnels de la santé en souffrance, qui est une 40aine de lits. En bleu, c'est celles qui sont référencées par SPS, et en orange, en vert, c'est celles aussi qui sont autorisées par les ARS, puisque les ARS effectivement accompagnent aussi certaines de ces structures, puisqu'en fait la santé des soignants est inscrite dans la stratégie nationale de santé 2018-2022. On va voir ce que le plan nous réserve après, mais en tout cas ça a été effectivement pris un petit peu pris en compte par les pouvoirs publics. Donc voilà la première mission, pour aller un petit peu plus vite maintenant, c'est l'accompagnement psychologique, en tout cas à notre niveau. On a fait un peu une cellule un peu pompier, de dire on est là pour vous écouter si jamais vous souffrez. On est là, et à 50% l'écoute suffit, mais on est là aussi pour vous réorienter si vous avez besoin un peu plus de consultations physiques auprès de notre réseau ou de personnes qui sont déjà accompagnées. Si vous avez besoin, on peut hospitaliser. Et s'il y a besoin, et il y a eu besoin, on a eu 30 appels d'urgence les 2 dernières années de soignants qui nous ont appelés, qui étaient en idée suicidaire imminente. Ça veut dire qu'ils ils sont sur le balcon, ils sont prêts à sauter, ils ont la boîte de bêta-bloquant, ils sont prêts à la prendre. Et donc on hospitalise immédiatement en fait les personnes qui sont en idée suicidaire où il y a besoin d'urgence. Donc cette plateforme est évidemment très utile, mais avec les critères essentiels dont je vous ai cités. Si vous n'êtes pas ouvert la nuit, comme la plateforme du ministère quand elle a été créée pour les soignants, ça ne sert à rien. Je dis ça sert à rien parce que les appels de nuit sont excessivement anxiogènes, et si vous avez une plateforme et que personne ne répond au bout du fil, ou qu'elle est saturée, et ça nous est arrivé en 2020, on a accueilli 800 personnes grand public qui n'étaient pas dédiées forcément à notre plateforme, mais parce qu'ils arrivaient à joindre personne. Donc on les a pris quand même sur notre réseau pour des questions de santé publique. Donc si vous n'êtes pas ouvert la nuit,
s'il n'y a pas 100% décroché, si vous n'avez pas d'application, parce que le 0805 23 23 36, même si je le répète souvent dans la soirée, demain vous l'aurez peut-être oublié. Donc il faut une application. Il faut effectivement des gens qui sont formés. Le bénévolat, c'est bien, mais l'écoute d'une personne qui a une idée suicidaire, ça s'apprend. On a besoin de désamorcer les crises suicidaires, donc c'est des gens qui sont formés et c'est des gens qui ont besoin d'avoir aussi un réseau pour réorienter autour d'eux en fonction de l'habitation. Donc tout ça, s'il manque un des critères, c'est compliqué. Et puis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 évidemment. Donc voilà le premier dispositif. Quelque chose d'un petit peu plus rose, on va dire, c'est à partir de 2018, on s'est intéressé sur la prévention, parce que c'est le vrai enjeu, c'est comment on peut éviter d'avoir de la vulnérabilité pour les professionnels de la santé. Et c'est à l'époque, c'est notre enquête qui nous a montré que le soignant n'allait pas très très bien, mais aussi c'est la région Île-de-France qui est venue nous voir un jour en disant, en Île-de-France, c'est le premier désert médical, paradoxalement, il y a beaucoup de transports, les soignants ne vont pas bien, comment vous pouvez nous aider à améliorer leur santé. En même temps, l'enquête était tombée. Donc, on a fait un peu marcher notre imagination et puis on a inventé un concept qui s'appelle les JAD. Alors, au-delà d'être le prénom féminin le plus donné en 2021 et 2022, ça veut dire Journée d'ateliers dynamiques et d'échanges en santé. On aime bien en santé tous les acronymes, mais en même temps, c'est maintenant une vraie marque. Puisque les JAD, en fait, au départ, c'est des journées destinées dans les structures de santé pour accueillir les soignants autour de 4 thèmes, qui est la gestion du stress, tout ce qui est management de communication, tout ce qui est santé-plaisir, et notamment pour les libéraux, tout ce qui est droit, salarié, administratif, droit juridique, etc. Et suite, effectivement, à plusieurs enquêtes, on a, à travers ces 4 thèmes, identifié, maintenant on a plus de 60 ateliers autour de ces 4 thèmes, qui sont déclinés soit en journée, alors vous allez voir, là c'est écrit tout petit, mais on fait des journées avec un programme dans lequel il y a plein d'ateliers, une douzaine d'ateliers autour de ces 4 thèmes, il y a une plénière et on fait ça dans des structures de santé. Soit, comme disait le docteur Keruel tout à l'heure, on a organisé maintenant, et je vous invite à vous connecter, c'est gratuit, même si on va inciter un petit peu à l'adhésion, mais on a organisé tous les mardis, tous les jeudis, de 19h à 20h, ce qu'on appelait les IJAD, qui sont des ateliers qui durent 1 heure autour de ces thématiques. Hier soir, par exemple, on était le 24 mars, sur le mindfulness pendant 1 heure. Donc Emmanuel Faure et sa femme, Sophie Faure, ont fait une séance de mindfulness pendant 1 heure. Qu'est-ce que le mindfulness? C'est quelque chose de hyper structuré, en tout cas sur la prise de conscience de ce qu'on ressent. C'est une méthode effectivement qui vient des États-Unis, mais qui a énormément été utilisée par les militaires. D'ailleurs, l'atelier mindfulness et sommeil étaient les 2 ateliers les plus fréquemment utilisés pour les militaires, notamment revenant de mission, puisqu'on a eu beaucoup d'échanges avec la santé des armées, avec une méthodologie très scientifique, prouvée, contrairement à la sophrologie, même si la sophrologie marche, mais le mindfulness, il y a eu énormément de publications sur le fait de pratiquer, ça nous fait du bien. Donc, je vous encourage, c'est pas qu'une mode, c'est vraiment les gens hier, en 1 heure de temps, ils nous disaient, oh là là, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Donc voilà, exemple d'atelier qu'on organise. La semaine prochaine, mardi prochain, vous aurez sur la prévention et la gestion de crise, le voyage du héros, ça c'est génial, c'est une conférencière qui fait qu'on devient un super-héros entre guillemets, donc il y a plein de choses autour de l'alimentation, l'activité physique, l'addiction, la prévention du suicide, la communication non violente, l'hypnose. Vous avez en fait sur notre site toutes ces IJAD qui sont programmées, où je vous encourage à venir nous voir. Moi je serai là en tout début de séance pour présenter l'association, et ensuite l'intervenant, l'expert, fait une intervention pendant 1 heure. On a d'autres formations, je vais aller rapidement et découvrir ça sur notre site, qui sont un peu plus importantes. On l'a fait sur le management, sur la gestion de situations conflictuelles, sur l'autodéfense, sur le repérage et la souffrance des soignants en souffrance. Et puis on a des petits ateliers aussi sur l'hypnose, sur les espaces de relaxation, sur la méditation avec l'école du Caire. Et puis je vous encourage aussi à aller voir sur notre site, on a plein de petites fiches très pratiques sur plein de sujets.
exemple, qualité de vie au travail, risque suicidaire, qu'est-ce que le burn-out. C'est des recto verso avec des références sourcées. On avait fait ces fiches notamment avec le quotidien du médecin pendant le premier confinement pour accompagner en fait tous les soignants dans ce cadre-là. Et on a même des petites fiches aussi en management, en prévention, comment situation en période de sortie de crise, etc. etc. C'est des fiches que vous pouvez télécharger et qui sont à disposition de tout le monde. Donc voilà, plein de choses en fait pour les soignants, pour les professionnels de la santé, en visio, en fiche, en formation. Et puis effectivement, la dernière initiative que nous avons mise en place, c'est bien hein, la visio, c'est bien d'être dans les structures de santé, mais en fait le docteur Éric Henry, qui est président de l'association, rêvait déjà il y a 3 ans de créer la maison des soignants. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, créer une maison des soignants à Paris, c'était un peu intouchable parce que vu le prix de l'immobilier, on s'est dit bah, jamais ça pourra nous arriver. Voilà, on a cherché des banques, des assurances, est-ce que vous ne voulez pas héberger une petite association concernant la maison des soignants. Et puis un jour, on était en assemblée générale, on avait le président de l'URPS, Union des régionales des professions de santé des chirurgiens dentistes Île-de-France, qui a dit bah, vous cherchez un lieu pour faire vos JAD, moi j'ai un petit amphithéâtre qu'on vient de... Voilà, on a investi dans une structure et il y a 750 mètres carrés et l'amphithéâtre pourrait correspondre à vos JAD. Donc moi je vais voir et là je découvre un lieu magnifique. Et avec notre cause, avec ce qu'on défendait comme cause, ils nous ont dit ben, on va vous accueillir dans nos locaux. C'est comme ça qu'on a effectivement été accueillis au sein de l'URPS Chirurgien Dentiste Île-de-France à côté de l'Arc de Triomphe. Donc vous voyez que c'est hyper bien placé. J'ai mis Arc de Triomphe parce que je trouve que c'est joli par rapport à l'accompagnement des soignants en souffrance. La rue est beaucoup moins sexy, hein, c'est 4 rues de Tractir. Alors, à l'époque, Tractir, déjà, on dit comment Tractir. Et puis, je suis allée voir ce que c'était. Alors, en plus, en ce moment, c'est pas très glamour parce que Tractir, c'est une bataille russe. Donc, je le dis quand même, mais c'est pas très glamour. Donc, je préfère communiquer en bonne communicante que c'est à côté d'Arc de Triomphe et c'est tout près. Et c'est bien sûr qu'on vous invite à venir le découvrir. C'est pour l'instant sur inscription le mardi et le mercredi. On est ouvert le mardi et le mercredi. Vous avez un site qui s'appelle maisondessoignants.fr. C'est l'initiative de l'association SPS. C'est un nom déposé. Et ben, qu'est-ce qu'on y trouve? Et qu'est-ce que c'est la maison des soignants? Au-delà d'être un lieu qui est un lieu effectivement d'échange, de soins, puisqu'il y a des consultations de psychologues le mercredi matin, le mardi après-midi. C'est un lieu de formation. Vous avez vu, on fait pas mal de formations. C'est un lieu aussi d'information, mais c'est aussi un lieu de ressources. On fait des bilans sport santé, on fait des groupes de reconversion, des groupes de parole, et puis c'est un lieu d'événements. On a déjà accueilli le Festival de la communication santé, des conférences. On a fait aussi des événements thématiques. La semaine dernière, on a eu être aidant, être soignant, quelles solutions pour se ressourcer. On va accueillir des étudiants. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Là, vous avez la home du site internet où on avait effectivement le 16 mars, c'était la semaine dernière, la journée thématique sur les aidants dans ce cadre-là. Donc voilà, tout ce qu'on fait en prévention, un lieu physique, des JAD. Aussi, on est capable de réagir à des gestions de crise. On a fait la gestion de crise des Antilles avec les soignants qui n'étaient pas vaccinés, appel de l'ARS le 23 décembre. On a fait des groupes de parole pour certaines structures d'EHPAD là récemment, puisque les soignants n'allaient pas bien par rapport au contexte global. Donc là, on déclenche des numéros verts qui sont spécifiques à une crise par rapport à une gestion d'événements, mais c'est exactement les mêmes psychologues qui répondent sur la plateforme. Mais on peut les suivre, là c'est plus des appels anonymes et confidentiels. Et après, on est capable aussi d'accompagner des structures, de gérer des crises, de faire des formations prévention du suicide. Voilà, on est là en tout cas quasiment jour et nuit pour essayer d'être présent. Je vais vous raconter 2 anecdotes pour apporter un peu d'émotion à la présentation qui m'ont marquée, même si je n'accueille pas tous les appels toute la journée, toute la nuit, il y a de temps en temps des appels qui nous reviennent. Un soir notamment, c'était je crois notre 6e colloque. J'étais avec mes enfants dans mon canapé, 9h30, j'étais rincée après un colloque, 40 intervenants à gérer, à organiser, et j'ai un appel
je décroche pas toujours. Et là, j'ai un anesthésiste réanimateur qui m'appelle, qui avait dû avoir mon numéro, parce que je laisse traîner aussi mon numéro de portable à l'écran plaisir d'ailleurs. Et il me dit, Madame Cornibert, je dis oui. Bah, écoutez, voilà, je suis anesthésiste réanimateur, je suis au bout du rouleau. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et moi, moi aussi, là, le soir, j'étais un peu au bout du rouleau. Et là, je me réveille quand même rapidement et il me dit, j'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire et en même temps, j'ai pas le choix, puisque dans une demi-heure, je dois repartir au bloc parce qu'il n'y a personne pour me remplacer. Qu'est-ce que je fais? Il était déjà shooté aux amphétamines et autres drogues et il était vraiment pas bien. Donc il est reparti effectivement. J'aurais pas aimé être la personne qui l'a opéré. Par contre, on l'a hospitalisé le lendemain. Donc j'ai passé un quart d'heure avec lui au téléphone pour essayer de le rassurer parce qu'il était en crise de panique. Donc c'est un vrai, voilà, c'est un vrai. Vous raccrochez, votre film il est plus tout à fait la même, en tout cas du même goût. Voilà, ça c'était une anecdote moi qui m'a vraiment marquée parce que je lui ai quand même donné la force de repartir. Alors est-ce qu'il est bien reparti? Mais en tout cas Eric Henry l'a hospitalisé le lendemain après sa nuit. Et puis un autre témoignage. Puisque depuis maintenant 2021, on accueille aussi sur cette plateforme qui est les étudiants, tous les étudiants. On a eu plus de 2000 appels d'étudiants en 2021. J'ai eu un message d'un papa par mail qui m'a dit bah, écoutez, grâce à vous, ma fille de 19 ans est sortie du coma. Je suis encore tout émue. Et son copain a appelé votre plateforme, il était 4h du matin. Et grâce à vous, on l'a hospitalisée. Elle est sortie du coma et vous l'avez sauvée. Donc voilà des petites actions très fortes qui nous permettent d'avoir du sens dans l'association que l'on mène, dans le combat que l'on mène à travers tout ce qu'on fait. C'est vrai que les soignants ne vont pas bien, on essaie de les accompagner, on essaie de les motiver, en tout cas d'essayer de leur apporter une petite lueur de tout ce qu'on fait dans les solutions. Alors pour ça, évidemment, tout ce qu'on fait là, ça a été un vrai engagement financier, humain, collectif. Quand on ne va pas bien, il ne faut pas rester tout seul, mais quand on monte ce genre de structure, on ne peut pas être tout seul. Donc il faut trouver des relais. Et tout l'enjeu aussi de l'association, c'est d'avoir des relais régionaux, territoriaux, pour faire connaître ce qu'on fait, le numéro vert, faire connaître qu'il y a des solutions, parce que tout le monde parle de la souffrance des soignants, mais qui finalement agit, qui apporte des solutions? Il n'y a pas grand monde. Qu'est-ce qu'on fait dans les hôpitaux? Alors nous, on n'intervient pas sur l'organisation des soins parce que déjà le ministère a déjà du mal à intervenir. Alors petite association, c'est encore moins facile. Mais par contre, chacun, on peut apporter quelque chose. Déjà essayer de repérer la personne qui ne va pas bien, lui apporter son soutien, lui apporter de l'aide, lui apporter de la réorientation, des structures qui peuvent s'en occuper. Donc je pense qu'on peut chacun à son niveau essayer en tout cas de parler, de repérer une personne qui ne va pas bien, juste en lui demandant comment elle va. Alors c'est poli de dire comment elle va, mais avec des questions très ouvertes. Comment tu as dormi? Est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Voilà, des questions, c'est juste, je m'intéresse à l'autre. Comment tu vas? C'est pas juste une question de politesse. C'est prenez soin de vous, c'est pas juste une question de politesse, c'est vraiment important. On va pas bien, on a besoin de se ressourcer, il faut vraiment, il faut vraiment en tout cas s'intéresser à l'autre. Donc, collectif, mais il nous fallait trouver des partenaires. Donc ça a été un vrai combat depuis 6 ans, puisque il y a 6 ans, on nous avait dit non, il ne faut surtout pas communiquer. Donc c'est même pas qu'on est parti de rien, c'est qu'on est parti de moins que rien, parce qu'on nous jetait quand même de structures de santé. Donc il fallait vraiment, ça a été un combat. Ça a été un combat financier aussi, parce que toutes les personnes qui répondent au téléphone sont payées. Toutes les personnes qui interviennent dans l'IJAD sont payées. Pourquoi? Parce que quand vous passez 3 quarts d'heure au téléphone à 3h du matin, ça va bien une fois, ça va bien dans des questions de crise qui durent 2 ou 3 mois, bénévolat. Mais quand ça fait 6 ans que vous accompagnez l'association SPS, oui, il faut payer les intervenants qui sont tous des seniors, qui sont des cliniciens, des psychologues cliniciens. Et on a des belles personnes et des gens qui sont hyper experts, donc on les rémunère, donc il faut trouver des fonds. C'est mon métier aussi tous les jours, d'aller taper, c'est vraiment taper, Caisse nationale assurance maladie qui nous aide, et heureusement on a rencontré Nicolas Revel en 2016 pour nous aider à créer cette plateforme, qui était à l'époque le directeur général de la Caisse nationale assurance maladie, qui est maintenant avec Castex.
On a rencontré des belles personnes au niveau des ARS qui nous financent, puisqu'on a 7 ARS qui nous financent. La région Île-de-France, la région Occitanie, la région de France, dans les pouvoirs publics, mais aussi on a des fondations, la Fondation de France, la Fondation John Bost, la Fondation Apicil, l'association AXA Prévention. Moi, c'était pas du tout mon métier, je connaissais bien l'industrie, mais la santé publique, j'ai débarqué dans un monde politique un peu cruel, financier, mais bon, je pense que la cause était vraiment belle. Donc on a, vous allez dire, on a plein de financiers, bah oui, on a des personnes qui nous financent, mais on a tellement d'actions aussi à mettre en œuvre que on va aussi des personnes qui nous aident à communiquer. Moi, j'ai beaucoup de relations au niveau des médias, donc on fait des plateaux télé, la Télé Matin, BFM est venue tourner à la Maison des Soignants. Donc on essaie aussi de faire connaître et de faire rayonner cette association. On fait peut-être certains d'entre vous le CINERPA Tour en ce moment, qui est une fédération qui regroupe beaucoup d'EHPAD, de structures d'EHPAD. Donc on donne des visioconférences. C'est aussi des adhérents, pas beaucoup, 3,5 millions de professionnels de la santé, 25 structures morales qui adhèrent et 309 professionnels de la santé qui adhèrent physiquement à l'association. On vous dit, c'est rien. Alors, je vous encourage à adhérer entre 10 et 70 € à l'association SPS. Qu'est-ce que ça vous donne comme droit? Nous aider par rapport à tout ce qu'on fait. Participer au IGAD le soir, même si vous pouvez le faire gratuitement, on peut faire tout gratuitement chez nous, mais on incite à l'adhésion. Vous avez droit au replay notamment. Donc oui, une association est forte parce qu'elle a un nombre d'adhérents important. Quand il y a 3,5 millions de professionnels de la santé, quasiment tout le monde devrait donner au moins 1 €, ça nous sauverait en tout cas. Voilà, après on a un certain nombre de reconnaissances, on a été reconnu d'intérêt général, on a été référencé par l'HAS, l'Autorité de santé, le ministère de la Santé. On est beaucoup sur les réseaux sociaux, on a 3 sites internet, asso-spes.fr, Maison des Soignants, Soins aux étudiants. On est sur Instagram, sur Maison des Soignants et sur Soins aux étudiants, on est sur LinkedIn, Facebook et Twitter. Et puis, oui, même si on ne s'en rend pas, on a quand même gagné 9 prix depuis 6 ans à travers toutes les actions qu'on met en place. Et puis je voudrais finir sur ce slide. C'est une association, alors c'est pas nous qui l'avons dit, il est assez simple ce slide, mais un jour j'ai interrogé un membre du bureau, il me dit Catherine, avec toi, c'est ce qui est dingue avec Eric, c'est que vous faites une action par an. Je lui dis qu'est-ce que tu dis, une action par an? Il me dit oui. En 2015, vous avez créé l'association, et c'est ma conclusion, SPS. En 2016, vous avez ouvert la plateforme. En 2017, vous avez ouvert l'application. En 2018, vous avez mis en évidence toutes les unités dédiées en France. Vous avez créé le réseau national du risque psychosocial. En 2019, vous avez créé les JAD. Et puis accessoirement, c'est vrai qu'on est aussi la plateforme des policiers. C'est pas le même numéro vert, mais c'est exactement le même dispositif. Le ministère de l'Intérieur a fait un benchmarking sur toutes les plateformes et ils nous ont choisis. Donc voilà, on a ouvert aux policiers. En 2020, on a ouvert au IJAD. En 2021, on a fait la Maison des Soignants. Et en 2022, qu'est-ce qu'on fait? Je viens vous voir pour sortir de l'ombre et sortir finalement de 2 ans de confinement. Parce que je peux vous dire, pendant 2 ans, j'ai été dans un tunnel et toute l'équipe a été dans un tunnel et tout le monde. On a été en gestion de crise tout le temps. Donc enfin, on va pouvoir régionalisation, c'est-à-dire aller vous voir pour faire connaître l'association, puis vous demander comment vous allez, parce qu'il ne faut jamais rester seul. Et je pense que ce soir est un bon témoin de dire finalement la souffrance des soignants, ça me concerne aussi. Peut-être que moi je souffre un petit peu, mais peut-être que mon voisin aussi, même s'il ne l'a jamais dit, il dort pas très bien, il a un enfant malade, etc. Et ça peut-être, on parle beaucoup de la qualité du travail, mais finalement, est-ce que moi, finalement, je vais bien? Et ça, c'est important. C'est important pour la qualité du soin, c'est important pour nos patients. Voilà, donc 2022, c'est la régionalisation, c'est vous. C'est comment on peut faire rayonner l'association à Bourges. Comment vous pouvez faire connaître en fait le numéro vert, l'application et tout ce qu'on fait. Comment vous pouvez l'utiliser. Comment on peut faire en tout cas une antenne pour que les soignants aient accès à des entretiens avec des psychologues, avec des ressources au niveau médical. C'est ne jamais laisser tout seul quelqu'un qui souffre. Je finirai par un chiffre, j'en ai pas parlé, 3 professionnels de la santé se suicident tous les 2 jours.
On avait eu interdit de communication par le ministère de la Santé. 3 professionnels de la santé se suicident tous les 2 jours. Moi, ça me ferait froid dans le dos. Il y a un suicide toutes les heures en France, 3,5 millions de personnes, et il y a 2 fois plus de suicides chez les soignants que dans d'autres professions. Pareil pour les policiers, agriculteurs, enseignants. Donc c'est 4 professions qui se suicident. Donc l'objectif, le combat d'Éric Henry, c'est de diminuer le nombre de suicides en France, mais en tout cas déjà en commençant par les soignants. On n'a pas beaucoup parlé des étudiants, mais les étudiants, ça cogne énormément, quoi. C'est juste pas possible qu'un étudiant se suicide, un interne, etc. Donc nous, on se bat pour ça. Et même si on a évité quelques personnes qui se suicident, même s'il y en a un qu'on a évité, on est sûr qu'on en a un qu'on a évité. C'est un vrai combat qu'on mène depuis 5 ans. Et voilà, je voulais finir là-dessus et je vous remercie énormément de cette écoute. Je vous entends, je pensais à tout ce que je dis. On va juste finir par le petit film qui va vous synthétiser toutes les actions de l'association qui est également sur notre site internet. Et pendant le petit film, je vous invite à réfléchir à quelques questions que vous pourriez me poser. Il n'y a pas de mauvaises questions, hein, donc n'hésitez pas à me poser des questions ou à... Voilà. Donc je vais passer le film pour vous laisser le temps de réfléchir aux questions. Question la plus difficile, donc oui, il faut allumer. Qui est professionnel de la santé dans tout le monde? Avec le tableau que je vous ai donné, tout le monde est professionnel de la santé. Une question, Catherine. Bien sûr. Par rapport aux étudiants, oui. On est tous convaincus que plus on agit en amont, mieux c'est pour l'avenir. Comment est-ce que vous avez pu, si vous avez pu le faire, vous introduire dans les facs, dans les programmes d'enseignement, pour parler de ces notions-là? Alors en fait, on a toujours communiqué sur les étudiants en santé, puisque pour nous c'est des professionnels de la santé, justement ils étaient très importants dans notre cible. Là où c'était plus nouveau, c'était de s'occuper des étudiants qui n'étaient pas que des étudiants en santé. Et je vais répondre à la question. Ils sont venus nous voir en fait. Ils sont venus nous voir parce qu'en fait quand on est représentant, élu, étudiant, d'association d'étudiants, on va tout naturellement,
naturellement happés par le ministère. Donc ils étaient, normalement ils devaient être très encadrés par le ministère, et notamment il y a une cellule qui s'appelle le CNA, mais très rapidement déçus, parce qu'il n'y avait rien qui était mis en place sur la souffrance notamment des étudiants. Il y avait un vrai constat, mais il n'y avait rien de réel. Et pourtant, il y a eu beaucoup d'observatoires de la souffrance des étudiants, notamment en santé. Et pas grand-chose qui est vraiment effectif dans les formations. Nous, on a essayé de s'introduire, mais on s'est cassé les dents. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas laissé rentrer facilement. Parce qu'on nous a dit, non, c'est à nous de s'en occuper, sauf que... Et puis c'est un écosystème. Alors déjà les professionnels de santé, c'est compliqué, enfin, c'est très gros. Les étudiants, on passe par le ministère même de l'Éducation nationale, et c'est encore un autre ministère. Donc après, c'est les doyens de fac, c'est encore autre chose, c'est très politisé. Nous, par exemple, on avait un partenariat avec le Crous de Nice. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'étudiants qui nous ont appelés. Puis après, il y a eu un appel d'offres du Crous, du CNUS. Et du coup, on a perdu le partenariat avec le Crous de Nice. Puis finalement, il n'y a plus d'appel parce qu'il y a un numéro d'appel par Crous. Donc c'est juste en faire. Donc, quel dommage! Parce qu'il devrait y avoir des formations dans les IFSI, etc. Donc, et les associations d'étudiants changent, les élus changent tous les ans, donc c'est compliqué aussi dans le suivi. Mais c'est un vrai enjeu, il faudrait qu'on y aille. Mais surtout, il faudrait qu'il y ait une loi, entre guillemets, qui impose une prise en charge, les risques psychosociaux qui devraient être mieux enseignés, comment accompagner quelqu'un qui ne va pas bien, comment repérer les risques psychosociaux, etc. Et ça, malheureusement, on n'a encore pas fait. Mais peut-être qu'on va essayer de le faire. Ouais. Et par le biais des syndicats d'étudiants d'internes, par exemple, est-ce que c'est pas possible? Ouais, on a fait ISNI, SNAR, qui étaient très happés par le ministère de la Santé, et notamment qui avait une structure qui est le CNA. Et nous, on avait interdit d'y aller. Hein. Ils nous aimaient pas trop, quoi. Et là, ça y est, on est de nouveau là audité lundi par l'IGAS pour savoir, parce que comme ça a marché, ce qu'on a fait, 2000 appels, c'est pas rien. Hein. Ils nous disent comment vous avez fait. Comment on a fait, on a juste ouvert notre plateforme jour et nuit, et on a mis les petits drapeaux pour les psychologues qui parlaient étranger. Parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants aussi qui étaient en souffrance qui ne parlaient pas français. Et quand vous ne parlez pas français, que vous vous retrouvez dans une crise sanitaire, isolé, pas de bien, c'était très compliqué. Donc il y a au moins un ou deux psychologues qui parlent une langue. Donc c'est en cours, je pense que c'est un vrai enjeu. Comme la prévention, les étudiants sont un vrai enjeu, mais compliqué. Parce que là, du coup, deux ministères. Enfin, deux structures... ouais. D'autres questions ? Non. J'ai vu que vous proposiez des plateformes de répit. Ah. Oui, en fait, on a eu la chance la semaine dernière de rencontrer une personne qui s'appelle Sylvain Daubert, qui est président de Manureva Répit, qui sont 17 structures hôtelières, mais de ressources en France, et qui proposent, au-delà d'hébergement, des ateliers de ressources, psychologues, mindfulness, etc. Et en fait, un des cofondateurs, depuis 2015, m'a dit « Catherine, c'est bien les professionnels de la santé, mais il faudrait qu'on aille aussi au niveau des aidants. » Je dis « Ouais, déjà 3 millions de professionnels de la santé, c'est compliqué, mais alors 11 millions d'aidants, là c'est encore un autre enjeu. » Et là, on a eu l'occasion de faire une journée thématique sur être soignant, être aidant, quelle solution pour se ressourcer. J'ai envie de dire que c'est la double peine, entre guillemets. Et effectivement, des solutions de répit existent. Il y a une maison dans le métropole de Lyon qui s'appelle la Maison du Répit. Il y aura une maison bientôt aussi à Boulogne-Billancourt. Et il y a pas mal de choses qui se structurent autour du répit, dont Manureva, dont d'autres choses. Mais là, c'est comme les étudiants, on s'attaque encore aux soignants. Finalement, un soignant, il est forcément aidant, entre guillemets, par sa culture. Enfin, c'est dingue, d'ailleurs, de penser ça, mais quand on est soignant, quand on est professionnel de la santé, on est forcément aidant pour quelqu'un. Et quand vous êtes proche, familialement, c'est facile, c'est la personne qui connaît mieux la santé qui va s'occuper en tout cas de l'approche médicale. Donc j'ai envie de dire, c'est une double peine. Aidant, c'est pas toujours facile. Moi, par exemple, je me suis découvert aidant, puisque j'ai un enfant handicapé. Voilà.
Et je ne m'étais jamais imaginée, effectivement, aidante. Je suis parent, mais aidante, c'est un vrai un statut d'aidant maintenant en France. Et voilà, et quand on est professionnel de santé, aidant, c'est tout naturel. Et quand vous êtes parent, frère, etc., ben on va dire, bah, tiens, on va demander à Catherine, à Gérard, bah oui, ils sont déjà dans la santé, c'est facile pour eux. C'est facile, sauf qu'on a quand même une charge de travail déjà, et déjà qu'on souffre parce qu'on est soignant, entre guillemets, avec ce qui s'est passé. Et puis là, en plus, voilà, donc le répit, voilà, ça a fait partie aussi des aidants qui souffrent, mais aussi des soignants qui souffrent. Donc c'était une petite ouverture dans ce cadre-là. Voilà, on essaie d'ouvrir un petit peu à d'autres domaines. Les étudiants, c'est ça, les policiers, c'est ça, les aidants. Demain, ça serait la population entière. On a ouvert exceptionnellement au département de Haute-Savoie. Pourquoi la Haute-Savoie? Vous l'avez peut-être vu dans nos partenaires. J'avais un ergonome à l'hôpital de Mulhouse, avec qui on travaillait, dans lequel on avait déjà organisé des journées. Et il est parti au département de Savoie. Et c'était 2020. 2020, il m'a dit, Catherine, c'est la catastrophe chez nous. Les stations de ski sont fermées, j'ai tous les agents qui sont en burn-out. Est-ce que la plateforme qui est ouverte pour les professionnels de la santé, on peut l'ouvrir pour tous nos agents? Donc en fait, un peu gestion de crise, on a ouvert la plateforme à toute la Haute-Savoie, aux 3000 agents de la Haute-Savoie, et on a fait cette expérimentation et qui a très très bien marché. Demain, si on l'ouvre à toute la France, ben voilà, je ne dis pas que c'est pas possible, parce qu'on avait une capacité sanitaire de 2000 appels par jour. On a eu 150, donc c'est possible, parce que ce sont tous des psychologues cliniciens. Il suffit qu'ils prennent quelques heures d'écoute et c'est tout à fait possible. C'est juste techniquement qu'il ne faut pas que la plateforme voilà, s'abîme ou saute, mais ça serait possible. Et nous, on l'a proposé au ministère, même déjà aux professionnels de la santé, on dit mais la plateforme existe, le modèle existe. Ce qu'on a fait pour les professionnels de la santé, alors policiers, ça a marché, Haute-Savoie, mais ça serait pour toute la population, quoi. Avec un numéro facile, hein, parce qu'on n'a pas les moyens. Il faudrait un 33-32, un 35-15, enfin un truc facile. Mais évidemment, ce modèle qui marche, il faudrait l'offrir à toute la population, surtout en ce moment, 2 fois plus de dépression qu'il y a 2 ans pour toute la population. Donc c'est pas que les professionnels de la santé. Mais compliqué. Ils réinventent la énième ligne, notamment dans le suicide, qui est le 3114, hein, que vous avez peut-être entendu parler. Mais qui est déjà saturée. Donc quand vous ouvrez une plateforme suicide qui est déjà saturée et que sur 1700, il y en a 3 qui sont ouverts la nuit, ben je dis attendez, il ne faut pas l'ouvrir. Hein. Vous l'ouvrez quand vous êtes prêt, mais pas comme ça. Quoi. Donc ça, voilà, ça fait partie des limites étatiques, si je peux dire, sur lesquelles je communique et je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Parce qu'on les a, mais on les appelle. Et on sait, les gens se plaignent, on les récupère. Vous avez des appels de toute la France ou pas? Oui. On a des appels de toute la France, mais aussi des dom-toms. Toute la France, l'Île-de-France est surreprésentée. On a entre 25 et 30% de l'Île-de-France. Ensuite, on a Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, on doit avoir PACA, donc région sud, Occitanie. Centre-Val de Loire, c'est une de nos plus petites régions. Voilà. Mais pour nous, tous les appels sont importants. Que ce soit les ambulanciers, les ergothérapeutes, les médecins, les pharmaciens, même de n'importe quelle région, on prend tous les appels, même d'aidants proches. Donc toute la France peut nous appeler. Et on a des appels de toute la France. Alors pourquoi? Alors il y a quand même 30% des appels dont on ne sait pas d'où ils viennent, puisque les gens ne veulent pas dire d'où ils viennent, de peur d'être connus. Parce qu'ils nous appellent aussi parce que c'est l'anonymat, la confidentialité, il n'y a pas de jugement. On ne juge pas les gens, ils nous appellent, même il y a des gens qui nous appelaient qui n'étaient pas vaccinés et qui souffraient. Mais on n'était pas en train de leur dire, écoutez, il faut vous faire vacciner. Notamment, c'était la gestion de crise au niveau des Antilles. C'était pas notre rôle. Il n'y a pas de jugement, il y a juste de l'écoute et de la réorientation et de l'urgence s'il y a besoin. Mais de toute la France, ouais. De toutes les professions de toute la France. Et à toute heure. Bon, je vous encourage à l'essayer. On a à peu près 5% d'appels, ce que j'appelle administratifs. Des gens
Catherine, t'es sûre que ça va marcher? J'ai dit oui, appelle à 3h du matin. Là, je vais vous dire exactement combien sur l'application. Combien on a de... Puisque c'est en live. Hein. Vous avez l'application là? Là, actuellement, j'ai 2 personnes en consultation qui sont en orange. Et j'ai 5 personnes disponibles, dont Mireille qui parle anglais. Et j'ai Catherine et Céline qui sont en consultation actuellement. Et ça se régénère toutes les 30 secondes, donc je sais exactement combien il y a de personnes. Alors, les psychologues, c'est par prénom, hein, pour des raisons de confidentialité. Mais vous avez, en tapant sur le visuel du psychologue, tout son profil et ses disponibilités dans la semaine. Donc c'est hyper simple comme application. Et vous avez son CV. Et c'est tous des personnes qui sont diplômées en psychologie, en psychopathologie du travail, notamment un Master 2. Et on a leur profil, donc on peut choisir son psychologue, homme, femme, on peut le réappeler s'il y avait besoin, même si on déconseille les appels au-delà de 2 consultations, parce que derrière, il peut y avoir une pathologie sous-jacente de dépression, de schizophrénie, de bipolarité. Et nous, on fait très attention, effectivement, par rapport à ça. Les psychologues ne sont pas là pour faire un diagnostic, ils sont là pour faire de l'écoute. S'il y a trop d'appels, il faut qu'ils réorientent effectivement vers le réseau national du psychosocial et vers un médecin. Grade 1 et 2, c'est psychologue, médecin généraliste. Grade 3 et 4, c'est médecin généraliste et psychiatre, obligatoirement. Et grade 5, c'est idée suicidaire imminente, c'est le SAMU. Donc ouais, ça rigole pas. Hein. C'est gradé, en fait, chaque appel est gradé et évalué. Il y a un compte-rendu des psychologues à la fin de chaque appel. Et on leur demande de remplir des cases pour que nous, on sache si c'est homme, femme, d'où il vient, le motif des appels. Hein, c'est pas un motif qui fait péter un plomb, c'est plusieurs motifs. C'est professionnel, personnel, crise sanitaire, la guerre, le harcèlement sexuel, moral, enfin on a tout. Hein. On a des témoignages quand même qui sont importants. Ouais. D'autres questions? Oui. Est-ce que vous avez été sollicité pour accompagner la création de la maison des soignants à Bourges? Non, mais c'est ce qu'on veut faire dans chaque région. Et avant de créer la maison des soignants, il faut qu'on fasse connaître l'association. Il faut que on organise des journées d'ateliers avec les soignants, un peu comme ici, mais après, moi j'ai envie de dire, il faut aller en pratique, faire du mindfulness, faire un atelier sur la prévention du suicide, le repérage des gens qui vont pas bien, l'hypnose, comment je communique avec les gens de façon non violente, comment j'accueille, etc. Une fois qu'on a rassemblé un peu tous ces acteurs, il faut des relais, des engagements. Hein. Donc il faut des gens qui ont envie de le faire et qui ont envie d'accompagner les personnes. C'est pas, on ne vend pas des t-shirts ou des boissons gazeuses. Là, hein. C'est quand même, c'est une vraie mission qui a du sens, hein, évidemment. Moi, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais qu'est-ce que ma vie a du sens? On aide les gens et il y a des reconnaissances extraordinaires. C'est beaucoup d'émotions, mais c'est vraiment génial, quoi. Quand on arrive à aider, on est soignant, mais quand on arrive à sortir les personnes d'un burn-out, c'est 6 mois, 1 an, mais quand on les aide, on les réoriente vers des avocats, vers des médecins, vers des structures dédiées, et qui nous disent merci, ça a vraiment du sens. Donc oui, maison des soignants à Bourges, avec plaisir. Il y en a une qui s'est ouverte en fait avec les hôpitaux. Alors oui, vous avez raison, il y a un appel à projet de la Fondation des hôpitaux et ça s'appelle Maison des soignants. Sauf que nous, notre concept, c'est en dehors de la structure de travail. Et l'appel à projet Maison des soignants, alors au départ, il est arrivé en tête de liste de Google, maintenant quand on tape Maison des soignants, on est quand même bien référencé. Le seul souci, ça a été fait par la Fondation des hôpitaux. C'est un appel à projet, c'est dans des structures de santé, donc nous c'est un peu le concept de Nojad. Moi ça m'embête que ça s'appelle la Maison des soignants, c'est juste présidé par Brigitte Macron, donc on ne va pas non plus l'attaquer, l'idée c'est plutôt de travailler avec elle, donc c'est en cours, on est en cours de voir comment on peut répondre à des appels à projet, mais avec des structures de santé. Et c'est vrai que ça s'appelle la Maison des soignants. Sauf que maintenant le nom est déposé par SPS. Donc
Voilà, on n'a pas encore attaqué et je pense qu'on n'attaquera pas tout de suite en tout cas. Mais l'idée est bonne, enfin j'ai envie de dire, ça s'appelle fait par la Fondation des hôpitaux, Maison des soignants à Versailles, il y en a une, et c'est dans des structures de santé. Donc nous, c'est pas notre concept. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Hein. Celle qui a été créée, je ne sais pas si c'est avec ce projet-là. C'était les maisons des soignants. Ouais. Avec le partenariat Leroy Merlin. Ah, c'est possible. Ouais. Mais c'est bien. Enfin, moi je dis. Alors attention, nous on n'est jamais en concurrence avec quiconque, hein. Que ce soit la médecine du travail, les psychologues dans les structures de santé, il y a d'autres plateformes privées. Nous on est là qu'en complémentarité. Parce que de toute façon, moi je dis toujours la médecine du travail, à 5h le soir, un vendredi soir ou week-end, vous êtes content d'appeler la plateforme parce que, ou de transférer la ligne vers nous, et nous c'est tout à fait possible. Donc c'est à chaque fois des solutions complémentaires. On me dit souvent, ah mais Catherine, j'ai déjà ça. Ben, je dis, c'est pas grave, mais peut-être que vous n'avez peut-être pas la nuit, peut-être pas le week-end, vous n'avez peut-être pas des ateliers comme ça, vous pouvez peut-être le faire différemment, etc. Donc je pense que c'est une bonne complémentarité. Donc tout ce qui existe, bah, de toute façon, il y a tellement de souffrance là que il y a du travail pour tout le monde. Là, hein. Vraiment. Et même vous, à titre individuel, moi je dis, on a tous une petite part de responsabilité, d'accompagnement, d'identification, de repérage. Il faut juste s'intéresser à l'autre en fait. Et donc vous assurez éventuellement la formation pour pouvoir créer quelque chose On est en train de créer, c'est pour ça que je suis là aussi, il nous faut des relais régionaux pour faire connaître l'association. Donc on a normalement 2 délégués par région. On a d'ailleurs une personne avec qui j'étais, qui est orthophoniste, qui est pas très loin, une centaine de kilomètres je crois, qui gère une association qui s'appelle Sous la blouse. Donc on est en train de repérer un petit peu pas mal de référents, déjà des associations un peu comme les nôtres, mais plus régionales. En Aura, il y a une association qui s'appelle Second Souffle, dont la présidente vient de rentrer dans notre conseil d'administration. Donc elle n'est pas concurrente, hein, elle est, je pense, différente, et nous on a besoin d'avoir des relais régionaux. Et ce n'est pas une association à but commercial, hein, c'est loi 1901 à but non commercial, non lucratif. Donc plus on aura des relais régionaux et des initiatives locales, on n'a pas besoin d'avoir un 750 m², hein, il faut juste un bureau, un psychologue, des entretiens avec des gens experts, peut-être une salle où on peut faire un peu de formation, un peu de ressources. J'imagine bien que vous avez forcément des gens qui font un peu de massage, de relaxation, d'hypnose, de méditation. Il faut juste un peu structurer, packager, les faire connaître. Mais qu'est-ce que ça pourrait faire du bien, quoi. Et le seul problème d'un professionnel de la santé, c'est qu'il n'ose pas aller. Il n'ose pas en parler. Et ça, moi je dis, si, il faut oser en parler. On est déjà soigné quand on se dit, moi finalement, combien de fois je dis alors tu vas bien, puis après je dis ce que je fais, elle me dit ah ouais mais moi l'année dernière j'ai fait un burn-out, et puis ma collègue aussi, et puis rien, et puis comment vous allez maintenant, comment vous en êtes sorti, qu'est-ce que vous allez faire, voilà, et il y a pas mal de gens aussi à l'association qui s'engagent avec nous parce qu'un collègue, parce que soi-même, moi il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de honte. Voilà, je vais peut-être poser quand même la question, est-ce que dans la salle, est-ce que vous ou quelqu'un de proche a été concerné par un burn-out? De proche. Vous ou quelqu'un de proche? Bon, après, dans les chiffres, on a 50%, mais c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça, c'est pas... Et quand on peut le déceler un peu, pas trop tard, parce que c'est ça le problème des soignants, c'est qu'ils le décèlent assez tard, et là c'est trop tard, ben, on peut encore agir. Voilà. Il faut pas... voilà. Moi j'en ai pas eu un, parce que je fais tellement d'ateliers, entre guillemets, mais le président de l'association a fait 2 burn-out, c'est pour ça qu'il s'est engagé dans l'association, et son père s'est suicidé. Je peux vous dire, quand il prend la parole... Quand il commence par là, moi, mes témoignages, c'est la gnognotte à côté. Hein. C'est prenant. Et il fait de la prévention, il est formé à la prévention des idées suicidaires, et c'est son combat. Madame, oui, je vous en prie. Quel est votre lien avec Proconsult? C'est la même structure. Proconsult, c'est notre plateforme, c'est notre prestataire.
sur les psychologues. En fait, c'est la plateforme de Proconsult. C'est notre prestataire. Donc, ils ont EDF, ils ont la CNAM et ils ont SPS. Et ils ont le CNUS aussi. C'est-à-dire qu'ils ont gagné l'appel d'offres du CNUS. Nous, on avait le CRUS. Mais il n'y a pas d'appel parce qu'il n'y a pas de communication. En fait, eux, ils ont la technologie. Nous, on assure la communication derrière. C'est pour ça qu'on a aussi pas mal d'appels. Mais notre prestataire, c'est Proconsult. Oui. Est-ce que vous travaillez avec la médecine du travail, avec les psychologues du travail? J'ai envie de dire oui, s'ils nous demandent. Et si c'est sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, on peut être complémentaires par la médecine du travail. C'est-à-dire que déjà, il faut qu'il y ait une médecine du travail, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut que les médecins du travail soient en bonne santé, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Voilà, les pauvres... Et oui, ça paraît peut-être évident, mais je pense que c'est lourd aussi pour eux. Et nous, on peut être en complémentarité. Par exemple, le médecin du travail peut accueillir quelqu'un en entretien et leur dire si vous n'allez pas bien cette nuit ou ce week-end, vous pouvez appeler la plateforme. La médecine du travail, rarement, même si on dit que c'est anonyme et confidentiel, les gens vont rarement voir leur médecin du travail. En tout cas, les médecins, ils n'y vont jamais. Ils ne vont jamais voir le médecin du travail. Donc, l'avantage par rapport à une médecine du travail, c'est notre anonymat, notre confidentialité, et c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui est en plus. C'est pas le même angle, c'est pas la même approche. C'est du téléphone. Il y a des gens qui n'appelleront jamais une plateforme téléphonique. 3,5 millions de professionnels de la santé, 12 000 appels, c'est pas beaucoup non plus. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Vous dites par rapport à la souffrance, tout le monde devrait nous appeler. Heureusement pas. Mais c'est une solution. Il y en a qui vont voir leur médecin, leur psychologue, leur médecine du travail, leur DRH, leurs amis, leurs parents. Il y en a qui partent en vacances, il y en a qui vont faire leurs courses. Enfin, chacun a ses ressources finalement, peu importe. Moi je dis peu importe. L'idée c'est de trouver. Il y en a qui font leur jardin, il y en a qui partent en week-end, enfin peu importe. Par contre, se garder du temps pour soi. Alors, je reviens sur les aidants. La semaine dernière, j'animais la journée thématique sur les aidants. Donc, il y avait notamment que des soignants autour de la table, dont Vincent Valinduc, Florence Brault, etc. Et à la fin, je leur dis, mais vous ressourcez comment? Vous ressourcez comment? Vincent Valinduc m'a dit, moi, je me ressource, je travaille. Deuxième, moi, mes ressources, je travaille. Les 5, ils se ressourçaient en travaillant. Les 5 aidants soignants se ressourçaient en travaillant. Et il rigolait après parce qu'il dit, oui, moi aussi. Alors, moi aussi, j'adore ce que je fais. Ça me ressource. Mais bon, il n'y a pas que. Je fais quand même beaucoup de sport. Je suis avec mes enfants. J'essaie de partir en vacances, mais c'est vrai que c'est une cause qui est aussi... mais il faut faire attention. Ça va vite, Donc, moi je dis toujours, alors j'aime pas trop les acronymes, mais quand on est bien, c'est pas que la qualité de vie au travail. On parle beaucoup de qualité de vie au travail, certes, mais c'est aussi, moi, est-ce que je vais bien? Je peux avoir une super qualité de vie au travail, mais j'ai pas bien dormi. Nous, à travers l'hygiène, on fait prendre conscience aux soignants qui ne dorment plus bien, qui ne mangent plus bien et qui ne font plus d'activité physique. On me dit, Catherine, j'en avais même plus conscience. Je dors 5 heures par nuit, 4 heures par nuit, mais j'ai même plus conscience que j'ai pas assez de sommeil. Je fais plus de sport, je marche plus, j'ai même plus, voilà, etc., etc. Donc, c'est, est-ce que moi je vais bien? Est-ce qu'au travail ça va bien? Et est-ce que socialement aussi ça va? C'est toute la vie qui est autour. Et on discutait en introduction de la santé. Qu'est-ce que la définition de la bonne santé par l'OMS? Physiquement, je vais bien. Moralement, je vais bien. Et socialement, je vais bien. Alors, je peux ne pas être atteint de maladie, mais psychologiquement, c'est compliqué, parce que... Voilà. Et socialement, ça fait 2 ans que je suis confinée, que je ne vois plus personne, que je ne peux plus en vacances, que je ne vois plus mes amis, etc. Donc, sur les 3, admettons que vous alliez bien physiquement, il y a quand même 2 piliers, des fondamentaux de la santé, qui est quand même mise à mal depuis 2 ans.
c'est aussi normal qu'on va pas très très bien non plus. Donc, profitez des petits moments de bonheur, hein, moi je dis toujours, il faut aller capter le carpe diem, là. Si on peut. Oui. Et est-ce que vous intervenez en termes de risques psychosociaux dans les établissements de santé? Oui, ça fait partie de nos ateliers avec des intervenants sur tous les risques psychosociaux. Alors, moi, je suis formée à la communication, risques psychosociaux, à la prévention du suicide, sauf que je ne peux pas aller partout. Mais on a plus de 40 intervenants qui sont indépendants, hein, mais qu'on prend et qu'on rémunère dans ce cadre-là et qu'on peut organiser. Après, nous, on est une toute petite structure. Hein. On est 3 salariés dans l'association. Après, il y a un bureau et un conseil d'administration de 24 personnes qui vient d'être nouvellement élu. Mais ça ne travaille pas tous. Hein. Ouais, c'est aussi tous des personnes qui ont leur métier. Donc oui, là par exemple, une de mes collègues est allée hier à Dijon, à la fac de Dijon, pour intervenir auprès d'étudiants en santé sur les risques psychosociaux, justement. C'était hier, à Dijon. Et chez nous, ce sera possible? Ben, peut-être, oui, il faut voir. Bon, je ne dis pas que l'emploi du temps est chargé, mais ou des relais régionaux, après faut voir. Ouais. Mais c'est pas très compliqué en fait, hein. Vous voyez, il faut les risques psychosociaux, vous tapez ça sur Google, on est un peu tous sensibilisés. En fait, il y a tellement, sur les risques psychosociaux, il y a un prisme tellement large. Qu'est-ce qu'on en fait des risques psychosociaux en fait? C'est derrière comment on transforme une intervention qui fait que ça va changer. Je vais changer. Déjà, il y a la prise de conscience. Il y a la prise de conscience au niveau de l'administration, au niveau de plein de choses, au niveau des plannings, au niveau d'énormément de choses. Ouais. La prise de conscience. J'entendais Philippe Juvin hier qui disait... Oui, pardon, excusez-moi. Moi, je découvre votre association, là, et tout ce qu'elle peut nous apporter. Et je dis que dans notre département, on le voit bien, on est tous avec des grosses problématiques qui touchent des médecins, jusqu'aux aides-soignants, jusqu'aux infirmières, jusqu'à nos secrétaires actuellement, qui sont assaillis par nos patients, parce qu'on n'a pas de réponse forcément à eux. Donc, on a des vraies problématiques dans ce département qui vont aller en augmentant. Notre hôpital, on s'est défrayé par la chronique, hein, parce que Jean-Montrial, il est en grande souffrance, on manque de soignants, on ne peut pas prendre ses congés d'été, enfin bref, des problématiques qu'on connaît tous. Donc on sait bien que tout ça a un impact fort sur des gens qui sont en souffrance et qui pourraient appeler votre plateforme. Donc, vous ne connaissez pas cette plateforme, elle n'était pas connue par nous jusqu'à maintenant. C'est peut-être aussi ce qui explique qu'il y a peu d'appels de la région centre actuellement. Je pense que tous ceux qui sont là, ils vont diffuser votre numéro et ils vont faire en sorte que... Il y a peu d'appels et l'ARS Centre Val-de-Loire n'est pas partenaire. Non, mais voilà, exactement. Ce qui aussi explique peut-être pourquoi ils n'interviennent pas dans les hôpitaux, pourquoi il n'y a pas d'action dans les services qui en ont besoin, on le sait bien. Ça devrait être une obligation pour les ARS. Nous, on demande un peu de sous, certes, mais pour vous donner un ordre d'idée, quand on a un appel, ça nous coûte 100 €. Pourquoi? C'est une demi-heure l'appel. Derrière, il y a une évaluation, il y a de la communication, il y a la formation auprès en tout cas des appelants. Donc c'est tout un processus qui fait que oui, il y a la rémunération du psychologue, mais derrière, il y a une prise en charge globale, une réorientation et une filière. En fait, il y a tout un parcours, même pas de soins, un parcours de santé, qu'on a du mal à évaluer d'ailleurs. Hein, parce que... La problématique qui dépasse votre action, nous, c'est qu'on se dit qu'on a un système qui génère de la souffrance. Quoi. Actuellement, on en est là dans notre département. Parce qu'actuellement, dans le département, on ne sait pas, on le sait tous, on n'a plus de recrutement dans les professionnels de santé. Les gens qui arrivent, que vous avez évoqués, sont souvent des gens déracinés qui sont en souffrance en arrivant sur nos territoires. Je parle d'un certain nombre de médecins qu'on est en milieu rural, qui n'ont pas d'attachement, qui arrivent de territoires de l'étranger et qui posent des problèmes. Certains sont en souffrance. Ils ne trouvent pas, on a du mal à trouver des aidants pour eux. Et on ne recrute pas facilement à l'hôpital public chez nous. Et on a une population vieillissante. On a une population où le genre de nos 100 médecins traitants est en train d'exploser. Littéralement, il augmente de 30% tous les ans actuellement, c'est épouvantable. Et nous, on est en souffrance parce qu'on n'arrive pas à répondre à leurs besoins. Il y a des soignants qui veulent aider les patients, donc on est là pour ça. Et là, on voit bien qu'on est en limite. On ne peut pas faire plus que ce qu'on fait, alors qu'on nous demande de le faire. C'est ça la problématique qu'on a au quotidien. Ouais, je sais que c'est une... Ouais. Bien sûr. Je vais faire l'avocat du diable, Thierry. Tu peux y aller là. Je vais y aller. Comme tu le sais, on a diffusé largement l'information de la conférence. Combien y a-t-il de médecins dans cette salle?
On est quand même surreprésenté par rapport à nos disponibilités. Voilà. Quand même, ça fait 4, 5, 6 personnes. Dans un territoire, il me semble que 160 médecins généralistes et 300. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des médecins en souffrance parce que nous on travaille avec des libéraux. Oui. Je peux vous le dire parce qu'ils nous le disent à nous. Oui, je sais bien, c'est pour ça que je Ils sont isolés. Je le sais, mais voilà. C'est bien, puisque moi, on a aussi des systèmes internes à l'ordre qui s'appellent MO, enfin un certain nombre de systèmes et des plateformes d'appel qui ressemblent à la vôtre, qui fonctionnent aussi. Qui ont un certain nombre d'appels, moi je parle pour la partie médicale. Nous, on avait déjà une plateforme chez nous depuis très longtemps. Je sais. Effectivement, Permettez d'intervenir. Justine Delem, psychomotricienne. Le premier objectif de votre venue ici, c'était de faire passer cette information, de la faire diffuser et de l'entretenir. Et je relève de votre part une petite boutade sur l'âge de vos consoeurs, confrères dans cette association. Je fais le même constat, les personnes qui s'impliquent sont des retraités ou presque. Donc on va avoir du mal à solliciter sur le département des forces vives, durablement dans cette question, de diffuser l'information, de monter des projets et de les faire vivre sur 5, 10, 15, 20 ans. On a cette problématique dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Actuellement, que ce soit dans nos organismes qui structurent nos professions, dans les structures ordinales, on a du mal à rajeunir les gens. On a une vraie question démographique. On a du mal à rajeunir les gens. Mais qui est aussi tout simplement lié au fait qu'on est tous pour la partie médicale, on a quand même une pyramide complètement inversée. Bon, c'est aussi malheureusement une réalité sur laquelle on n'a pas. C'est une réalité sur laquelle on n'a pas de prise. Mais on peut difficilement croire que sur tous les médecins qui ont été contactés, il n'y en ait que 6 qui seront intéressés par le sujet et ou qui soient en souffrance. Vous êtes d'accord? Il y en a beaucoup qui sont au travail. Oui, je suis d'accord. Je sais que l'horaire n'était pas facile. Le temps aussi. Pas venir non plus à 21h. Le temps est quand même génial, il faut profiter. Non, mais quand même. C'était juste un peu d'approbation. Voilà. Je trouve que c'est déjà pas mal. Non, je trouve qu'il y a il y a quand même des médecins. Enfin, je trouve qu'il y a une belle assemblée. Enfin, moi, excusez-moi, quand on va à des formations, moi j'ai plus de 50 ans, je vois souvent des gens qui ont plutôt mon âge que des jeunes. Bien sûr. Et c'est exactement le reflet de... Là, il y a un petit peu plus de jeunes, j'ai l'impression. Je ne sais pas exactement si on peut faire un sondage. Je ne sais pas si vous avez jeune et moins jeune. C'est par rapport à l'expérience de travail. Et moi, je suis souvent, j'ai découvert on va à des formations de moins en moins parce que on voyait souvent des gens qui finalement venaient là, mais aussi pour rencontrer d'autres gens. Mais les plus jeunes, on ne les voyait pas, honnêtement. Et c'est vrai ce que Thierry dit, dans les structures URPS. Moi, j'ai connu votre association dans une réunion du URPS à Blois, je crois, il y a quelques années. Oui, c'était Eric Henry, je crois. Voilà. Et moi, je peux vous dire qu'à mon cabinet, j'ai une petite carte, justement, que j'avais ramenée. Donc, vous voyez, à l'URPS infirmier, on avait déjà eu une information, justement, sur la souffrance. Quand même la déjà, il y a vraiment quelques années. C'est le début de l'association. Oui, tout à fait. Ouais. Pour les jeunes parents, enfin pour les jeunes professionnels, il y a la garde des enfants, qui est quand même... Je sais, c'est souvent... Bien sûr. Ah mais tout est compliqué, tout est compliqué, mais après c'est aussi le relais, les canaux de communication, il y en a c'est présentiel, par visio, par internet, par réseaux sociaux, par vidéo. C'est pour ça que nous on multiplie aussi ces canaux, la présentation est à votre disposition, la vidéo, enfin on vous donne tout, les petites affiches. Et j'ai même mis mes coordonnées, enfin vous pouvez nous contacter et je pense qu'en fait nous ce qu'on a le plus de mal à appréhender c'est qu'on n'ose pas venir nous voir. Moi j'étais à un congrès à la SFTD, la Société Française du Traitement de la Douleur, et c'était bête mais on avait notre stand et les gens passaient devant nous parce qu'ils n'osaient pas s'arrêter. Il fallait que j'aille vers eux pour leur dire, est-ce que vous connaissez notre... Ah ouais, je la connais, mais bon... Et on était à côté des toilettes, pourtant, je peux vous dire. On nous a mis dans et voilà, et une fois, par contre, que je discutais avec la personne, mais ça durait une demi-heure, quoi. Parce que forcément, son collègue, son père, son frère, machin, et la souffrance, elle est partout. Donc, même quand... Voilà... Donc c'est quelque chose qu'on a quand même du mal à se livrer. Et quand on est médecin, encore plus, on a peu de médecins finalement, on appelle sur notre plateforme, on a peu de médecins qui viennent à nos ateliers.
À la limite, justement, la plateforme serait faite pour ça, oui. puisque c'est anonyme. Oui. Oui. Moi, j'ai envie de vous dire que la souffrance est banalisée. C'est-à-dire que c'est le quotidien. Donc en fait, les gens s'y habituent, enfin les professionnels, pardon, s'y habituent. Voilà. Et, parce que, enfin, moi personnellement, je peux vous dire, j'ai des collègues qui me... Moi, comme on dit, je tire pas les verres du nez, mais viennent facilement vers moi et se livrent. Mais moi, ça m'interpelle vraiment, madame. Hein. Mais je pense que c'est pas quotidien, et puis voilà, on vit avec. Vous comprenez? Alors je comprends tout à fait, et c'est aussi mon quotidien de vous accompagner. La seule différence avec d'autres professions, c'est qu'on soigne des gens, quoi. Et il y a des conséquences derrière. Donc c'est ça qui est difficile. J'ai envie de vous dire aussi, la communication s'est fortement dégradée. Voilà, on a intra-hospitalier, en extra, vous travaillez en extra avec des partenaires, mais c'est la folie, madame. Hein. Il faut vraiment avoir de la résistance. C'est le soin, en fait. Les gens se comportent très mal à l'heure actuelle. Ouais. Hein, ne serait-ce que la communication qui se dégrade. Il n'y a plus de respect de l'autre. Nous, alors pour vous dire, pour rebondir à ce que vous dites, c'est des dentistes un jour qui sont venus me voir et m'ont dit il faut qu'on organise des ateliers en autodéfense. Alors, ça fait partie de nos ateliers à plus grand succès. C'était les chirurgiens dentistes qui se font agresser physiquement dans leur cabinet. Et on sait parce que maintenant on est hébergé par l'URPS Chirurgien Dentiste de France et on organise des ateliers en autodéfense, notamment avec les champions de Krav Maga. Alors l'idée c'est pas de combattre, hein, mais c'est d'avoir des postures, parce que ceux qui se font agresser, les plus vulnérables, alors déjà c'est très traumatisant, mais en fait on apprend la posture, la voix, la communication, et c'est comme quand un chien sent que vous avez peur, ben c'est pareil, la personne qui vous agresse sent que, voilà, il y a des personnes qui sont tout le temps agressées. Il y en a d'autres moins. Et ça, c'est dans le regard, dans la posture, dans la façon de se tenir, etc. Et c'est ça qu'on apprend. L'autodéfense. Moi, je n'avais même pas imaginé de faire des ateliers en autodéfense. D'ailleurs, c'était compliqué en termes, pour nous, en termes de communication. SPS fait de l'autodéfense. Oui, mais bon, on nous en demande, donc on en fait. Et c'est un des ateliers qui a le plus grand succès à cause de ce que vous dites, parce qu'il y a le harcèlement moral, mais il y a aussi le harcèlement physique. Moi, j'ai eu des préparatrices en officine qui m'ont dit, il y a 300, 400 plaintes, les gens n'avaient pas de masque, ils passaient à travers le comptoir et les nanas se faisaient tabasser, quoi, parce qu'elles ne pouvaient pas délivrer de masque. Et là, je me dis, mais dans quel monde on vit, quoi? La guerre, elle n'est pas qu'en Ukraine, hein. Elle est chez nous aussi. Hein. J'ai envie de vous dire, je me permets, hein. Allez-y. La dernière fois, j'ai vu l'avant-dernière, mon médecin généraliste qui est sur Bourges, il était complètement, franchement, la mine décomposée, très fatigué parce qu'il y avait sûrement eu un nombre de clients important. Et bien, je ne savais plus qui était, c'était plus moi la patiente, on aurait cru que, enfin franchement, hein. Et il m'a dit, on en est arrivé, je ne sais pas pourquoi on a évoqué ça, justement, il me semblerait que dans ce cabinet, ils aient vécu la violence et ils ont dû faire appel à la police. Et il m'a dit finalement, ce docteur, eh bien, les gens ne récoltent que ce qu'ils savent. Voilà. Donc, en arriver à des situations extrêmes comme ça, moi je suis stupéfaite maintenant. Vous voyez, je suis complètement, ça me déconcerte parce que ça ne devrait pas exister. Enfin, comme au sein en secteur hospitalier comme ailleurs, hein, comme en extra, je répète, là on subit de plus en plus d'agressions, aux urgences certainement, verbales, physiques, il faut le dire. Hein. Et qu'est-ce qui est fait justement pour aider les soignants qui subissent tout ça? Parce que c'est violent, c'est très violent. Moi je l'ai vu, j'y ai travaillé à l'hôpital, ça débutait. Mais là je pense que c'est summum, je ne sais pas, mais j'en entends parler. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces soignants-là? Ils doivent être complètement dépités. Enfin, moi, je ne peux même pas imaginer. Mais vous avez raison, nous on a fait un signalement dans une EHPAD, c'était il y a 12 ans. L'ARS est intervenue auprès de l'établissement. Et puis finalement, la personne, elle a perdu son poste. Donc elle s'est fait lyncher après. On a fait notre travail, parce que voilà. Mais c'est compliqué, en tout cas à notre niveau. Ce que je disais, nous on est là que pour faire pompier et proposer des ateliers. L'organisation des soins au niveau hospitalier, etc., nous on n'y touche pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas que c'est pas utile. C'est que alors on fait quelques formations managériales et communication.
Mais oui, c'est très compliqué, je vous l'avoue. Et c'est là, effectivement, nous, on n'agit pas encore sur la cause. Mais c'est là qu'il faudrait agir. Je suis d'accord avec vous, mais à un moment donné, si personne ne fait rien, enfin, on s'est dit, on va agir quand même, en tout cas sur l'effet, la conséquence. Bon. Moi, je voulais intervenir sur la notion de violence et d'addiction. Vous savez pertinemment que la plupart des soignants sont addicts, notamment du tabac et d'autres drogues, voire même de l'alcool. Et que ça, c'est une problématique qui commence dès qu'on est étudiant. Et puis concernant toutes les violences du personnel soignant ou des aidés ou des aidants, je veux dire, on vit dans une société où on a été confinés, on a eu peur de choper le Covid, et les urgences, quand on a un proche en situation d'urgence, et quand on est aidant, on a peur que l'autre meure, donc on est dans des situations d'angoisse. Donc effectivement, l'angoisse que le patient peut avoir vis-à-vis de son proche engendre de la violence peut-être et de l'agacement vis-à-vis d'un système hospitalier qui est en épuisement, en burn-out complet, parce qu'il y a un manque d'effectifs, parce que le numerus clausus, il va falloir 10 ans pour former des médecins, et ça c'est au niveau national. Donc c'est des politiques, comme vous dites, qui ont été engagées il y a 10 ans en arrière et qui n'ont pas été mises en œuvre. Donc moi je parle au niveau des personnes en situation de handicap et de vulnérabilité, et on peut être soignant et handicapé. Voilà, et effectivement ça touche la notion de violence. Il ne faut pas me dire que personne n'est violent. À un moment donné, quand on est en burn-out, on devient violent. Mais ce n'est pas notre faute. C'est parce qu'on n'a pas eu d'arrêt maladie, on n'a pas eu de congé, et parce qu'on est contraint de rester sur place. Voilà, madame. Et quand on est soignant, quand on est médecin, je ne sais pas combien gagnent les médecins, et c'est minimum 3 000 € ou 5 000 €. Et d'autres, ils sont bénévoles, au soutien des plus précaires, et après on dit « Ah mais attends, tu vas trop loin, c'est pas ton rôle ». Bah ouais, mais c'est ça aussi la solidarité. C'est de s'occuper, normalement le médecin, ou le soignant, ou l'aidant, il est au chevet de ses proches et de ses amis, qui peuvent être très différents les uns des autres, avec des problématiques très différentes les uns des autres. Voilà, madame. Tout à fait, je partage complètement. Bon courage, parce que moi-même j'ai postulé à Pro-Consul, je n'ai jamais eu de réponse. Probablement parce que je suis moi-même malade. Vous êtes psychologue? Voilà, madame. Vous êtes psychologue? Oui. Après, je ne fais pas les recrutements. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous soutiendrai malgré tout. Merci, madame, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Premièrement, il y a des personnes qui sont arrivées tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de prendre les adresses mail, donc d'accord. Voilà. Et puis sinon, je me suis posé la question de savoir pourquoi, depuis qu'on a eu les affiches, etc., il y a des gens qui se sont montrés réticents. Je n'ai pas compris. Pourquoi on pouvait être réticent à afficher et à prévenir qu'il y avait un numéro qu'on pouvait appeler, qu'il y avait une conférence, etc. Il y a des gens qui disaient non, mais je ne sais pas, ça ne nous intéresse pas. Quand même, la santé des soignants, c'est primordial. On s'est adressé à des lieux où il y avait des soignants et je sais expliquer ça quand même. Oui, nous, c'est le problème qu'on a eu au début de la création de l'association. C'est une notion qui fait peur. Ouais, c'est ça. J'ai eu une réaction d'un professionnel de santé quand je suis allé dans son officine pour lui donner l'affiche, qui m'a un peu agressé. Il m'a vu là, m'a dit, parce que vous croyez que je ne vais pas bien,
J'ai failli lui dire, j'en ai la pression. Bon, il a pris la fiche. La réponse, c'était information. La réponse était dans la question. Non mais vous avez raison, c'est un vrai problème de dire... et nous, en fait, on a commencé à pouvoir aller dans les structures hospitalières, les cliniques, avec nos IJAD, mais pas avec notre numéro vert. Parce que quand on parle de la souffrance des soignants, ils disent non, moi tout va bien, c'est un peu un déni. Je pense qu'on ne peut pas leur en vouloir non plus. Ils n'osent pas, ils ne veulent pas en parler. Mais il faut franchir cette étape. En fait, notre rôle, c'est de dire, voilà, en quoi, voilà, est-ce que vous n'avez pas eu dans votre entourage quelqu'un qui n'allait pas bien, etc. Donc ça, il faut aller un petit peu poser des questions ouvertes et pas rester sur le premier a priori, parce que c'est vrai que ça peut être dérangeant. Mais comme quand on fait des formations dans la prévention du suicide, comment poser la question, savoir si vous avez des idées suicidaires. Moi, c'est 1 heure de... Je vous invite la prochaine fois à venir à cet atelier avec Jean-Louis Terra. C'est comment oser poser la question des idées suicidaires. C'est quand même super dur. Hein. Est-ce que vous avez des idées suicidaires? But en blanc, c'est pas exactement comme ça qu'il faut se poser la question. Mais moi, depuis que j'ai été formée, les gens qui sont en face de moi, mais ils sont... Alors déjà, j'en ai repéré, à ma grande surprise, même dans mon entourage proche. Jamais j'avais imaginé qu'ils avaient eu des idées suicidaires. Jamais. Et le fait de poser la question... C'est vrai que la première étape, c'est de dire bah non, pas de souffrance comme vous avez eu dans une officine, de dire bah non, pas, parce que ça dérange, parce qu'on n'a pas envie de parler forcément de ça, parce que ça engendre, comme vous disiez tout à l'heure, plein d'autres choses, de management, d'organisation, de questions, de culpabilité, etc. Oui, ça dérange. Bah, nous, on est les premiers concernés. Avec l'association SPS, la première fois, on est allé à Lavran, à Marseille, hôpital, on avait mis prévention, formation du suicide. Qu'est-ce qu'on avait fait? Oh là. Et on l'a fait quand même, on a eu 5 personnes, on l'a refait 3 mois après, on avait 40 personnes, et ils nous ont dit, le fait que vous ayez fait ça, on avait plein de monde derrière qui sont venus nous voir. Donc, ça fait peut-être un espoir pour ce soir. Voilà, exactement. Je pense que nos patients, enfin moi je suis libérale, hein, nos patients, ils pensent qu'on va toujours bien pour eux. C'est très peu nous demandent comment vous allez, comment vous vous sentez. Moi l'autre fois je me suis presque fâchée avec une dame parce qu'elle pensait que nous on était immunisés. C'est-à-dire que nous, notre famille, comme on était soignants, ben, nous on n'est jamais malade, hein, tout va toujours bien. Évidemment, parce qu'on arrive le matin, ben, on a le sourire forcément, parce qu'on ne va pas leur amener nos problèmes. Mais pour certains, puisque vous êtes là à soigner, bien, vous allez bien. Donc c'est vrai, c'est évident en fait. La crise je pense qu'il y a des soignants, pour eux c'est aussi un échec, ça peut être aussi vécu comme un échec, parce qu'on est là pour soigner, si en plus on ne va pas bien, on n'a pas le droit de se plaindre. Donc c'est comme ça, il faut y aller avec 42 fièvre, avec une angine, avec... enfin voilà. Avec la Covid. Avec tout. Et on est toutes là à avoir été un matin bosser avec 42 fièvre ou avec le décès d'un père, d'un mère, enfin de plein de choses. Mais la crise sanitaire a quand même donné cette tolérance de dire qu'un soignant pouvait souffrir. Oui, tolérance oui, ça a mis au... En tout cas, une prise de conscience. Bah, on ne nous a pas applaudi bien longtemps non plus. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui reste 2 ans après Oui, je vous en prie. Alors moi, par exemple, je suis soignante à l'hôpital de Vierzon, dans le même département. Je fais partie du syndicat, je suis déléguée du personnel. Et nous, on a eu une expertise, donc c'est une expertise, c'est pas moi qui le dis, on a eu une expertise il y a 4-5 ans. De gros risques psychosociaux par rapport aux soignants de l'hôpital, de l'établissement. Donc c'est des choses qui sont écrites, dites, qu'on redit en instance tout le temps. On nous trouve des moyens de conjuguer 2 services, de mettre les équipes en 12 heures, de ne pas payer les heures supplémentaires parce que c'est pas possible, de ne pas avoir des vacances indécentes. Je veux dire, à un moment donné, on a tous besoin de se reposer. Mais ça, c'est des choses qui sont écrites. Donc quand on dit banaliser, c'est même pire que ça, parce que du coup, c'est carrément occulté. C'est-à-dire, désolé mais c'est marche ou crève. En fait, la considération, la reconnaissance, on s'en fout, on n'en a plus rien à foutre. Clairement, il faut être là, à son poste, point, faire des heures, et voilà.
Mais ça, c'est complètement, c'est vraiment occulté, quoi. C'est des choses qui sont écrites, c'est des choses qu'on dit en instance. Mais en fait, voilà, au niveau de l'administration, on se fait faire des économies, et il n'y a pas le choix, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc là, il y a une grosse fuite des soignants, enfin clairement, justement, avant peut-être un burn-out et d'arriver à un passage à l'acte. Mais enfin, je veux dire, au niveau de nos administratifs, on n'est pas entendu, pas reconnu. C'est là, en fait, où il faudrait, à un moment donné, c'est pour ça que je vous demandais si vous intervenez en fait, dans les établissements, à un moment donné, je ne sais pas si ça servirait à grand-chose, mais c'est vraiment décevant. Je veux dire, on ne nous écoute pas. Est-ce que vous avez déjà eu un suicide dans votre établissement? Après, on n'entend pas parler, mais je sais que... le suicide, vous en aurez entendu parler. Tentative de suicide, ça sûr, mais après, je pense pas dans les indications. Non, mais je partage votre exemple, il est répété, mais plein de fois dans... Il ne faut pas attendre que les gens passent à l'acte. C'est ça le problème. Ah ben je sais. C'est qu'à un moment donné, enfin voilà, je ne sais pas ce qu'on attend, mais... Voilà, et en tout cas, on est complètement occulté. Ça, c'est occulté. On ne parle pas de risques psychosociaux, c'est pas la peine d'en parler. De toute façon, ça n'existe pas. Il y a quand même un gros débat sur le management qui est comprimé par des comptes rendus économiques. Voilà. Depuis la T2A, ça a été quand même dramatique. On est plus... le soin est devenu un numéro, quoi. On n'est plus... voilà, ça a complètement changé. Le soin a complètement changé. Les valeurs ont changé, enfin tout a changé. Je pense qu'il y aura un petit retour en arrière sur le fait que les administratifs soient aussi avant tout des soignants, quoi, dans la valeur du soin. Entre les deux. Mais madame, à un moment donné, c'est il y a quelques années, les établissements médicaux, il me semble, étaient dirigés par des médecins. Oui. C'est certain que tout on à fait. pas les mêmes résultats. Non. Enfin, bon, je n'ai pas connu, mais franchement, j'en ai entendu parler. Donc malheureusement, en fait, à l'heure actuelle, les établissements sont dirigés, c'est du management en fait. Oui. On a comme directeur d'établissement, c'est des managers. On est d'accord, c'est des gens qui sortent d'école de commerce et qui sont formés à l'économie, pas au soin. Et puis on a l'impression qu'on peut faire de la rentabilité dans un domaine, on peut Ouais. Mais ça, je ne peux que partager avec vous. Mais j'ai pas d'action. C'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas dans l'organisation des soins. Ouais. C'est pas notre mission. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas ce que vous dites, hein. Au contraire, mais on peut pas aller sur ce domaine-là. Parce que là, je prends une dernière question et on va profiter du coucher de soleil. Je vous en prie. Je vais vous donner mon adresse mail. Les personnes qui n'étaient pas inscrites ou qui voudraient communiquer leurs adresses mail et coordonnées, mon adresse mail c'est simest@orange.fr. Vous pouvez me le communiquer parce que sinon je ne vais pas attendre pour que tout le monde. Simest, S-I-M-E-S-T. Oui, ou sur l'adresse mail qui était sur la fiche. Une dernière question et après oui. C'est pas tout à fait une question. Je suis psychologue du travail. Je travaille dans une collectivité régionale et je travaille aussi en réseau avec d'autres collègues psychologues du travail qui sont ou en fonction publique hospitalière ou en fonction publique territoriale. Donc moi je suis venue aujourd'hui pour avoir de l'information et je vais relayer cette information au niveau régional. Et je pense que si chacun d'entre nous relaye ce qu'on a entendu ce soir, on va avoir des chances d'essaimer vos coordonnées et cette plateforme qui va être intéressante pour beaucoup de personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup parce qu'on a besoin de vous, hein, parce que psychologue du travail, c'est tout ce réseau et travailler ensemble qui fait qu'on arrivera, en tout cas, à essayer d'accompagner toutes les personnes qui en ont besoin. Et adhérer à l'association, ça c'est le summum, c'est la cerise sur le gâteau. Mais merci en tout cas. Un dernier mot, prenez soin de vous. Profitez du soleil de ce week-end. Et je rigole pas, c'est vraiment un vrai terme qui a de la valeur dans mes mots. Faites passer le